Salut à toutes et à tous. Bien content de vous retrouver alors que ma chaise grince. Très content d'ailleurs d'avoir vu les retours, hein, donc je prends 30 secondes pour vous remercier vraiment, ça fait fortement plaisir. Quand j'ai regardé le nombre de retours, les commentaires, les retweets et compagnie, j'étais waouh. Pour un premier épisode, c'est pas mal, sachant que je disais, enfin voilà, c'était pas très équilibré, c'était un peu en free flow. Donc voilà, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, ça va être un peu en mode free flow, mais j'ai un peu plus organisé la chose quand même. Ça va être assez chargé. Et avant de commencer, je voulais juste, voilà, c'est de la curiosité en fait. Je voulais juste savoir un peu, vous, quel type de baseball vous regardez. Par exemple, est-ce que vous regardez que de la MLB? Est-ce que vous laissez tenter un peu par le collège baseball ou autre? Par exemple, moi, les week-ends notamment, je regarde plusieurs types de baseball. Je regarde notamment, je profite, puisqu'on n'est pas aux mêmes horaires du tout, je regarde le baseball nippon, hein, donc la NPB ou la NPB. Et alors attention, je suis pas du tout très sachant dedans, je regarde vraiment ça sur le côté quand j'ai un peu de temps, parce que j'aime bien en fait l'ambiance qu'il y a derrière. Et il faut savoir, pour la petite histoire, bon, euh, j'avais été très hypé, on avait fait un épisode hype il y a un peu moins de 2 ans, hein, avec Marion et Martin que je salue. Et donc à cette époque-là, du coup, je hostais, en fait, c'est moi qui présentais et eux m'expliquaient, voilà, les stars nippones qui ont joué notamment à MLB, ils ont un peu ranké ces stars et également l'attrait pour le baseball japonais. Je sais par exemple que Martin, si je dis pas de bêtises, regarde toujours de temps en temps, notamment au niveau des potentiels futurs joueurs à venir en MLB et qui viennent de ce championnat-là. Par exemple, récemment, on a vu une de leurs superstars du lancer, Roki Sasaki. Et donc, pour pas rentrer trop dans les détails, sinon le podcast va durer à peu près 3 heures, ce qui est pas le but. Du coup, j'ai regardé ce week-end donc un match, enfin c'était que des matchs du côté Pacifique, parce qu'il y a deux ligues, hein, pour ceux qui savent pas, donc la centrale et puis la Pacifique. Et donc côté Pacifique, j'ai regardé Hokkaido, les Fighters à Nippon Ham de Hokkaido contre les Rakuten Golden Eagles. Donc Hokkaido, ce match-là avait gagné 5-3 si je me rappelle bien. Et le dimanche, pour le coup là j'avais regardé un match qui était vraiment pas mal pour le coup. Donc pour moi, c'était plutôt le samedi que le dimanche. Ou en tout cas, c'était samedi à dimanche la nuit. Donc c'était les Marines, hein, de Shiba Lotte contre Fukuoka, les SoftBank Hawks. Et là, il y a eu 6-2. Et notamment, il y a eu euh, une grosse euh, de Taneishi Atsuki. En fait, c'est un des coéquipiers en fait, du fameux Roki Sasaki. C'est-à-dire que tout le monde regarde Roki Sasaki, il a toujours un IRA de 0. Voilà, il fait vraiment parler pas qu'au Japon. Et en fait, un de ses coéquipiers, donc Taneishi Atsuki, que j'ai eu le plaisir de voir lancer, avait fait une grosse performance. Je pense qu'il avait réussi 6 ou 7 strikeouts, il avait tenu quand même 5-6 manches et ça s'était bien passé, ils avaient donc gagné 6-2. Et je pense que son IRA en général n'est pas à un quelque chose, genre 1,30 ou 1,40, enfin bref, ça serait à vérifier. Euh, mais tout ça pour dire que voilà, ça m'arrive de regarder aussi d'autres baseball. Donc maintenant vous le savez forcément, je regarde beaucoup de baseball universitaire. J'ai regardé aussi la MLB parce que j'ai regardé un des matchs de la série entre les Blue Jays et les Yankees. Je pense que c'était celui de samedi. C'était samedi ou c'était dimanche? Bref, j'ai regardé un des matchs, c'est là où en fait Anthony Volpe réussit son home run. Donc il se dit ah ça y est, j'ai réussi à faire gagner mon équipe. Et en fait non, les Blue Jays dans la manche suivante ils arrivent à revenir et au final c'est un walk-off de Lemaille qui permet aux Yankees de gagner. Et donc c'était le samedi parce que le dimanche j'ai regardé les Astros contre les Braves. Et les Astros qui ont sweepé les Braves au passage. Tout ça pour rappeler, parce qu'on est qu'en avril, hein, donc ça n'a pas encore grand intérêt ou grand chose voilà. Mais tout ça pour rappeler que il faut jamais enterrer les Astros. Je voyais déjà, enfin en tout cas ici dans la partie américaine, je voyais déjà des gens, parce que les gens aiment bien un peu tacler les Astros comme on sait ce qui s'est passé autour d'eux. Du coup, en tant que vilains, ils sont souvent taclés et donc les gens commençaient déjà à les critiquer parce qu'ils ont eu un tout début de saison, voilà, un peu, voilà, un tout petit peu négatif, mais rien de grave, hein, quand on connaît la machine que c'est. Donc là encore, ça veut rien dire. Dans l'autre sens, on va pas non plus tirer des plans sur la comète en disant ah ça y est, ils sont revenus, ça y est, c'est les meilleurs. Mais on est qu'en avril. Les équipes se remettent en place, pardon. On voit des équipes qui sont tout en haut, qui seront peut-être pas tout en haut au fur et à mesure de la saison. On a des équipes qui sont plutôt en bas ou qu'on commence un peu plus de manière délicate et qu'on retrouvera tout en haut au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, patience, le baseball c'est long, que ce soit le baseball au Japon, que ce soit la MLB, et que ce soit ce qui nous intéresse bien sûr, le collège baseball. Et on va y aller tranquillement. Swung and lined to deep left field. It is Et là, vous allez voir,
l'upgrade par rapport au premier épisode, puisque j'ai des petites catégories, des petites rubriques, même s'ils ont pas, enfin, elles n'ont pas vraiment de nom. Mais la première rubrique, c'est, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé en college baseball cette semaine? Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que il y a eu ce qu'on appelle le chaos. Ça arrive souvent dans les disciplines de sport universitaire, notamment en baseball. Le baseball, on le sait, c'est un sport assez délicat en soi, et puis c'est un sport qui est un sport de série. Et d'une semaine à l'autre, on peut se retrouver avec des battes qui connectent bien plus que d'habitude, ou des lanceurs qui sont au firmament de ce qu'ils peuvent donner, ou alors au contraire des petits craquages. Et donc, mon week-end avait commencé dès le jeudi, parce que dès le jeudi, il y avait le début des séries, notamment il y avait Arkansas contre à Georgia, du coup, et il y avait Florida qui était du côté de South Carolina, si j'ai pas de bêtises. Et donc, on se retrouve avec, donc, pour le coup, South Carolina, c'est pas une surprise, parce qu'ils sont vraiment sur une pente ascendante incroyable. Donc, on se retrouve donc avec des défaites non seulement de Florida, voilà, top 5 du top 25 actuel, et Arkansas également, top 5 du top 25 actuel, en tout cas avant ce week-end. Et puis ensuite, moi je me suis dit, je vais regarder une des séries les plus, entre guillemets, sous-estimées, mais les plus attendues aussi, c'était la série entre Coastal Carolina et Southern Miss. En fait, c'est deux équipes de Sun Belt, et deux équipes qui se battent en fait pour la suprématie en Sun Belt, sachant que ce sont deux équipes aussi qui, voilà, avant ce week-end, étaient bien classées. Parmi notamment les joueurs à noter, il y a un joueur qui est à noter, notamment côté Southern Miss, c'est le pitcher Tanner Hall. Tanner Hall, c'est un joueur quand même référencé au niveau college baseball, et c'est un joueur qu'on peut retrouver sur des draft boards, hein, c'est-à-dire qui est quand même projeté assez haut. Bon, quand je dis assez haut, peut-être pas un premier tour, hein, on va pas exagérer, mais c'est un joueur assez solide et qui a montré en fait, surtout les saisons précédentes, de belles choses. Là, avant de commencer donc son match de week-end contre Coastal Carolina, il était d'ailleurs avec un IRA de 2 et quelques. Enfin voilà, c'est toujours quelqu'un d'assez solide. Il n'a pas des lancers impressionnants, mais il a un beau contrôle. Il sait pitcher sur le contact. Ça veut dire il arrive à challenger sur le contact, même si les joueurs adverses arrivent voilà, contacter la balle. Ça va être pour des double plays, ça va être pour ce genre d'action défensive au final qu'il va réussir à produire. Voilà, ou en tout cas à faire produire de la part de ses coéquipiers. Et en fait, je regarde et je vois très vite que ça se passe pas très bien pour lui. Il fait. Alors, notamment, il walk, désolé hein, pour l'anglicisme, mais il concède pas mal de buts sur balle. Voilà, il concède pas mal de buts sur balle très tôt. Et donc, voilà, du coup, Coastal Carolina, et notamment, qui a une offense qui est assez intéressante au niveau national. Donc, en plus, au niveau conférence, c'est encore plus élevé, on va dire. Et qui, voilà, en fait, il les a lancés très clairement, en fait, vers une victoire assez facile. Je ne peux plus vous dire le score exact, mais c'était genre, enfin, il y a eu au moins 12 ou 13 runs pour Coastal Carolina, au point où j'ai un peu arrêté. Je pense que Southern Miss est revenu un peu vers la fin. Je pense qu'ils ont réussi à marquer au final quelque chose comme 7 runs. Mais bon, ils partaient trop loin. Je crois que c'était un 15-7. Hein, mais vraiment, ça c'est de mémoire pour le coup. Ce qui prouve encore une fois que même si j'ai dit que j'avais préparé, j'ai pas gardé des notes partout, j'ai juste préparé une sorte de plan établi. Après, c'est vraiment sur ce dont je me rappelle que je parle. Je vais quand même essayer d'être un peu plus précis sur certaines choses. Notamment, on va avoir une petite rubrique concernant, on va dire, le glossaire baseball en termes de statistiques. Mais bref, n'allons pas trop vite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà du chaos dans l'air avec ce qui s'est passé le premier jour, le jeudi, pour Florida et Arkansas. Et pour eux, ça a été bis repetita tout au long du week-end, puisque tout simplement, ces deux équipes se sont faites sweeper. Ce qui a bien sûr une certaine incidence sur leur classement dans le top 25, même si pas énorme non plus, puisqu'elle jouait contre deux autres équipes de la meilleure conférence du pays, hein, de leur conférence, la fameuse SEC, et notamment South Carolina contre Florida. South Carolina était juste en dessous du top 5, était 6ème hein, à l'orée de ce week-end. Et là, en fait, ça s'emballe. Je vois par exemple Clemson qui sweep NC State, même si NC State est assez irrégulier en ACC cette année. Je vois Notre-Dame qui sweep Virginia, UVA qui pour le coup est une des meilleures équipes de la nation, alors que Notre-Dame est une équipe solide, mais voilà, un peu en deçà de ce qu'on a vu les 2 dernières saisons. On se retrouve avec Duke aussi qui fait mal en fait à Louisville, notamment avec un walk-off home run en veux-tu en voilà. Est-ce que c'est un grand slam? Je sais plus si c'était un grand slam ou un 3-run. Je sais plus exactement parce qu'ils étaient down. C'est grave hein, la mémoire. Je sais qu'ils étaient derrière, je sais plus si c'était derrière de 2 ou de 3 points, mais je pense qu'ils étaient derrière de 3 points et du coup c'est un grand slam pour voilà, rendre la chose encore plus épique. Mais si vous voulez, vous pouvez vérifier, c'était avec le petit Mooney.
Mooney. Si vous tapez Mooney, home run, walk-off, je pense que vous allez les retrouver. Comme ça, vous pourrez vous-même avoir le véritable détail, plutôt que compter sur un charlatan comme moi. Mais bref, donc on a vu pas mal de sweeps d'équipes qui n'étaient pas forcément bien classées, mais qui sont quand même référencées, bien sûr. Hein, c'est pas non plus des petits poussés, entre guillemets, mais voilà. Ce qui a amené en fait pas mal de piment et quelque part qui a vraiment lancé ce qu'on appelle la fin de saison, notamment la fin de saison régulière en college baseball, puisque là on est sur la dernière semaine d'avril ou les 2 dernières semaines d'avril. Ensuite, mai, il va se passer encore peut-être 2-3 matchs de saison régulière, et puis après c'est fini la saison régulière et on va commencer à passer petit à petit vers la fin mai, vers les tournois de conférence. Et qui dit tournoi de conférence dit en fait quelque part qu'on va préparer tout simplement le tournoi national, hein, comme je l'avais un peu expliqué dans l'épisode précédent, donc le premier épisode. La finalité, c'est de réussir à intégrer les 64 meilleures équipes. Donc voilà, au-delà des, comme je l'ai dit, plus de 300 universités, et nous ce qu'on veut, c'est être dans les 64 meilleurs. Dans ces 64 meilleurs, il y a des équipes qui sont donc sélectionnées de manière automatique, et d'autres qui sont sélectionnées via leur, on va dire, leur bilan et d'autres métriques par un comité, et donc ce sont des bids qu'on appelle at large, pour voilà, répéter un peu la même chose. Et du coup, on sent en fait vraiment toute la tension qui se passe dans toutes les conférences, c'est assez fou. On a des équipes qui étaient peut-être un peu en difficulté, qui commencent à se relever. J'ai vu pas mal de comparaisons, par exemple, entre le Georgia de cette année qui a mal commencé et qui est en train de montrer quelques statement wins, et le Ole Miss de l'année dernière, hein, le Ole Miss de l'année dernière qui, je le rappelle quand même, à mi-calendrier de conférence, était, je pense, en 6 victoires, 12 défaites, un truc comme ça. Enfin vraiment, c'était pas folichon. Et ils ont réussi en fait à revenir du diable au Vauvert, et la suite vous la connaissez, ils sont champions, etc. etc. Donc je vois pas mal de choses qui se passent, que ce soit en général, j'ai vu notamment par exemple UCLA qui d'ailleurs a dû sortir certainement du top 25 avec une défaite, je pense que c'était à USC ou contre USC. Euh, voilà, il y a eu du chaos partout en fait, ça s'est vraiment passé, c'était vraiment assez incroyable. Et ça a eu forcément un impact hein, sur le classement, le top 25 de la semaine. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans le détail du top 25 de la semaine. Sachez d'ailleurs que si vous voulez vraiment avoir ce détail-là, sur Twitter, moi je le retweet déjà. Hein. Si vous êtes sur l'OMERA sur Twitter, vous verrez chaque semaine je le retweet. Mais au-delà de ça, vous pouvez juste vous abonner à NCAA Baseball ou à D1 Baseball sur Twitter, et vous aurez en fait chaque semaine ce top 25. Parce que je pense que ça va être un peu lourd pour vous si je vous répète à chaque fois le top 25, déjà que je parle beaucoup et que avec ça je risque de fortement vous ennuyer. Bah du coup je préfère voilà plutôt donner mon ressenti et vous expliquer en fait rapidement ce qui s'est passé. C'est un avis général notamment sur ce chaos qu'on a pu voir. Et donc j'ai envie de rentrer un peu plus dans la SEC pour cette semaine, et puis au fur et à mesure des semaines ou des prochains podcasts en tout cas, je vais changer de conférence. Cette semaine on reste sur la SEC parce que c'est la meilleure conférence du pays, je pense que c'est une belle entrée en matière. Et puis, les autres semaines, voilà, on partira sur d'autres conférences, des Power 5, des Mid-Majors, etc., etc. Et tout ça va nous amener en fait vers le fameux Field of 64 ou encore le tournoi national. Et donc, pour voilà, avoir cet exemple sur le chaos, on reste donc dans cette SEC. Et pour les plus, on va dire, attentifs d'entre vous, vous êtes certainement en train de vous dire, bon, il a parlé de Florida, il a parlé d'Arkansas, mais pourquoi il ne parle pas de Vanderbilt? Eh bien, on va en parler justement, on va commencer par eux. Vanderbilt qui, avant ce week-end, avait tout simplement le meilleur bilan, hein, toute division confondue dans la SEC. La SEC a 2 divisions, hein, la Est et la Ouest. Et donc Vanderbilt était tout simplement en tête en termes de bilan overall, donc en tout. Et il a rencontré une équipe de Tennessee qui, pour le coup, était très décevante, qui venait de sortir d'ailleurs du top 25, alors que, comme j'avais dit en pré-saison, c'était la numéro 2, c'était vraiment l'épouvantail qui pouvait faire transpirer LSU d'après les bookmakers. Mais on sait très bien que le sport, c'est pas une affaire de... C'est pas les jeux vidéo, encore une fois, c'est pas une affaire de nom et de ci et de ça. Il y a l'aspect mental, il y a la saison, il y a les blessures, il y a beaucoup de choses, les états de forme, etc., etc. Tout ça, il faut savoir le prendre en compte, surtout pour des personnes ou des athlètes aussi jeunes qui n'ont pas, encore une fois, cette approche complètement professionnelle du sport. Et donc, Tennessee s'est quand même bien vengé, puisqu'ils ont tout simplement sweepé Vanderbilt. Et donc, le sweep de Vanderbilt additionné au sweep que South Carolina a fait subir, pour le coup, à Florida. On se retrouve donc maintenant avec un nouveau shérif en ville, hein, si on combine les 2 divisions, le meilleur bilan overall, donc le meilleur bilan en entier de la SEC, maintenant c'est South Carolina. Bon, ils ont une victoire sur Vanderbilt d'avance malgré tout, c'est pour vous dire à quel point Vanderbilt était vraiment parti sur des bases assez exceptionnelles, en conférence notamment.
Si LSU s'en est bien sorti avec encore une nouvelle victoire de série, en série, on a vu voilà, des difficultés par exemple pour Kentucky. Kentucky qui est la belle histoire, comme je vous le disais, du début de saison et qui là a subi les foudres de Texas A&M. Et si on s'intéresse d'ailleurs au classement avec ce qui s'est passé ce week-end, etc., on peut se dire qu'à part Ole Miss, pour qui ça paraît maintenant très très compliqué, avec 3 victoires pour 15 défaites, de pouvoir faire quoi que ce soit en saison régulière, tout le reste paraît assez serré, surtout avec on va dire la résurgence d'équipes comme Tennessee qui peuvent quelque part déjà rééquilibrer le bilan et puis pourquoi pas essayer de revenir un peu plus en hauteur. J'ai parlé de Georgia tout à l'heure, Georgia aussi n'est pas si loin que ça. Auburn dans le côté ouest où Texas A&M et Alabama sont pas si loin que ça. Vraiment il y a une sorte de resserrement et du coup ça va être très très intéressant à suivre puisque la saison régulière a quand même un impact assez important sur le tournoi de conférence et je vous explique ça en 30 secondes. Il y a en fait 14 équipes réparties en 2 divisions dans la SEC, donc SEC East, SEC West. Ces 14 équipes donc se battent pendant la saison régulière pour avoir le meilleur bilan possible, soit pour remporter déjà la saison régulière et ou être dans ce qu'on appelle les 4 premiers, toutes conférences dans toute division confondue de la conférence, donc sur toute la conférence, les 4 premiers ont une bye week, c'est-à-dire que, une bye week, peut-être pas une bye week parce que c'est pas sur tout le week, mais bon, ils évitent le premier tour, en tout cas, un bye premier tour. Je sais pas comment on peut dire ça, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et les autres aussi, donc de 5 à 12, et donc c'est important de se dire ça, de 5 à 12, je répète, vont se battre dès les premiers tours pour essayer donc d'aller jusqu'au bout du tournoi de SEC, et le vainqueur de ce tournoi de SEC, lui, il est qualifié automatiquement pour le tournoi national de fin de saison. Donc comme je l'ai dit, il y a 14 équipes. Et je viens de vous dire qu'il y a des sites donc, au final de 1 à 12. Ce qui veut dire que les 2 plus mauvais bilans sont complètement éliminés de la course et donc ne peuvent même pas prétendre au moins avoir une chance de se battre pour l'accessite via le tournoi de SEC. Donc le bilan est très important et c'est pourquoi Ole Miss, qui est le champion sortant, va devoir tenter tout son possible au moins pour accrocher le site 12 ou le site 11 par exemple. Ne pas être complètement éliminé de la course, parce que ça serait vraiment un camouflet pour une équipe aussi talentueuse, qui montre aussi quelque part la densité, la dangerosité aussi de cette fameuse conférence SEC. Donc voilà, et avant de quitter ce petit volet SEC, et je le répète, la semaine prochaine, ou en tout cas le prochain podcast, on se focalisera rapidement sur une autre conférence, je vais vous donner 2-3 affiches en fait à suivre pour ce week-end, qui vont avoir forcément une incidence dans cette conférence. Alors je vais commencer par, pour moi, l'affiche qui est la plus importante selon moi, c'est la fameuse affiche entre Kentucky et Vanderbilt, qui commence donc ce vendredi qui arrive. Une autre série que je dirais peut-être sur laquelle il faut se focus, ça serait celle du déplacement de Texas A&M du côté d'Arkansas, parce que du coup Arkansas va devoir rebondir un peu comme Vanderbilt, et Texas A&M va essayer de continuer sur sa lancée, eux qui viennent de retrouver un bilan à l'équilibre au sein de la conférence, et alors que mon téléphone vibre, ces derniers peuvent donc très clairement se repositionner parmi les meilleures équipes de la dite conférence, et donc prétendre pourquoi pas déjà à repointer le bout de leur nez au niveau du top 25, mais au-delà de ça, se redonner de la confiance pour pouvoir titiller les gens au sommet de cette conférence. Donc voilou. Vous pourrez me dire aussi pareil, profitons-en, vous pourrez me dire via les réseaux sociaux ce que vous pensez un peu, est-ce que vous voulez que j'entre un peu plus dans les détails quand il s'agit des conférences, est-ce que ça vous va comme ça, parce que de toute façon c'est plus pour avoir une sorte d'overview ou d'un suivi, si vous ne suivez pas trop non plus le college baseball. Donc à vos tablettes, à vos smartphones. Ça fait un peu boomer de dire ça comme ça, mais bref. Pour vous, le temps n'a pas passé, mais pour moi, il s'est passé presque 1 heure, parce que du coup, j'étais au téléphone pour raconter ma vie. Bref. Donc, il faut que je reprenne le fil, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Et ouais, on va essayer de professionnaliser tout ça un jour, mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment en mode free flow. Donc, voilà, je le rappelle, la SEC, grosse conférence. On a fait un petit tour, on fera d'autres conférences. Et avant de trop radoter, on va passer à la rubrique suivante. Et en fait, on va faire un petit focus sur une équipe qui marche bien en ce moment et une équipe qui a gagné un titre il n'y a pas si longtemps. Et cette rubrique, j'ai décidé de l'appeler la petite présentation. En fait, j'ai décidé que j'allais faire un petit focus sur une université en particulier, pas forcément une université très très connue, on va dire,
Même si au niveau du baseball, la première que j'ai choisie est quand même réputée, notamment depuis le début des années 90. Et en fait, c'est quelque part l'éclaircie de la division athlétique en général, la division sportive en général de cette faculté. Je vais donc vous parler de Coastal Carolina. Ce choix n'est pas tout à fait innocent, vous l'avez peut-être entendu lors du premier podcast, mais j'avais rappelé que cette équipe est une équipe réputée, même si c'est une équipe qui joue dans ce qu'on appelle les mid-majors. Ils jouent malgré tout dans l'une des plus grosses conférences du pays, c'est la Sun Belt. Comme pas mal de programmes, ils ont voyagé à travers différentes conférences au travers des âges, on va dire. Et j'en parle aussi cette semaine puisqu'ils ont intégré le top 10 en fait du top 25. Ils sont sixième actuellement, donc c'est la meilleure équipe des mid-majors en termes de ranking. Et c'est mérité puisqu'ils viennent quand même de battre... bon, ils les ont pas sweepés, ils ont quand même perdu le dernier match, mais ils ont battu en série Southern Miss qui était donc dans le top 25 jusqu'à présent, et qui est une autre des équipes réputées des mid-majors. Coastal Carolina, pour rapidement faire un petit historique, c'est une université en termes de baseball qui a connu son essor sous l'égide d'un coach, un coach qui les entraîne depuis maintenant assez longtemps. Ce coach, c'est Gary Gilmore. Gary Gilmore, c'est un des coachs les plus victorieux en college baseball. On va dire l'un des coachs actifs vraiment référents et référencés. C'est un Hall of Famer quand on parle de coach universitaire. Faut savoir, il a coaché pendant 33 saisons. Donc d'abord, il a coaché en deuxième division universitaire. Je ne me rappelle plus la fac exactement, je suis désolé pour le manque de précision. Mais ce qui nous intéresse, c'est Coastal Carolina. Anyway, et il a coaché quand même, là c'est sa 27e saison si je dis pas de bêtises, ou 28e. Il est arrivé en tout cas en 96 à Coastal Carolina, et avec lui le programme a été très régulier, réussissant plusieurs fois tout simplement à remporter leurs différentes conférences, ils sont en Sun Belt en ce moment, mais ils ont été aussi en Big South auparavant, et une autre conférence également avant, dont je ne me rappelle plus le nom. Et ils ont notamment remporté plusieurs fois donc leur titre, enfin les saisons de régulière de conférence déjà. Ils ont également remporté plusieurs titres, plus d'une dizaine de titres de conférences, quelle que soit la conférence dans laquelle ils étaient, ce qui les a forcément amenés à pas mal participer au tournoi national donc de fin de saison. Et là-bas, ils ont quand même eu des belles performances, notamment réussissant à aller 3 fois en Super Regionals. Donc les Super Regionals, je rappelle, c'est l'étape juste après les Regionals. Donc on va refaire rapidement un petit récap sur le tournoi de fin de saison. On a donc 64 équipes. Ces 64 équipes se retrouvent coupées entre guillemets en 16 régions. Donc c'est ce qu'on appelle les regionals. Dans ces 16 régions, il y a donc 4 équipes. 16 x 4, 64, vous me suivez, j'étais prof de maths auparavant, c'est faux. Et donc, on se retrouve donc avec ces 4 équipes par région qui vont se faire un petit tournoi, et l'équipe qui arrive à s'en sortir de cette petite jungle va faire ensuite ce qu'on appelle les Super Regionals. Donc c'est ce dont je parlais juste avant. Les Super Regionals sont dans un format beaucoup plus simple, c'est-à-dire que 2 équipes se rencontrent, c'est au meilleur des 3 matchs, tout simplement. Donc le premier qui a 2 victoires continue vers les College World Series. Il restera donc plus que 8 universités pour ces College World Series, et lors des College World Series, il y a 2 divisions, donc 2 poules de 4. On refait un peu le même principe, et on va dire que les 2 qui s'en sortent de ces poules de 4 se retrouvent pour la finale des College World Series, et après toute cette bataille, eh bien, l'équipe vainqueur va être très contente, et voilà, il remporte le tir, et on est content. Pour retourner sur Coastal Carolina, donc j'ai dit, voilà, une fac très réputée, historique maintenant, puisqu'ils ont remporté le titre en 2016. Gary Gilmore, d'ailleurs, a été forcément le coach de l'année en 2016, et notamment au niveau national, au niveau, bien sûr, de sa conférence. Et il faut savoir également que Coastal Carolina, c'est une fac, comme je l'ai dit en préambule, qui, en fait, quelque part... a une certaine renommée vis-à-vis de son baseball. C'est le baseball en fait qui est le, entre guillemets, le sport le plus régulier en termes de ce qu'ils peuvent faire de mieux dans le domaine athlétique et sportif. Ils ont des équipes dans différentes disciplines sportives, mais encore une fois, c'est au niveau du baseball qu'ils ont montré le plus de régularité et le plus de régularité surtout dans la victoire. Donc voilà, c'était la petite présentation très rapide. Coastal Carolina, n'oubliez pas ce nom, puisque cette année encore, ils sont pour l'instant bien partis pour pouvoir à minima atteindre le tournoi national. Et avec l'effectif qu'ils ont cette saison et les qualités qu'il y a historiquement autour du coach et de son coaching staff, il va falloir fortement compter sur eux. Et on ne sait jamais, pourquoi pas, les retrouver en College World Series.
Tiens, avant de continuer avec la prochaine rubrique, je fais une petite coupure, désolé. Euh, Vous savez, en fait, j'aime bien, moi, parler de l'histoire, j'aime bien, notamment dans mes vidéos YouTube, c'est plutôt beaucoup plus sport et société, notamment l'histoire, la culture associée au baseball. Et du coup, j'avais lancé, et je compte continuer, une série de vidéos, donc il y en a une déjà sortie sur Cal State Fullerton, lancer en fait ce côté un peu College Baseball Legends. Le principe, ça va être ce que je viens de faire là en 2-3 minutes, mais de manière beaucoup plus propre, beaucoup plus travaillée, montée, etc., qui va en fait revenir en détail sur les épopées, sur les histoires de certaines facs réputées du college baseball, et donc pas forcément celles qui viennent des plus grandes conférences, encore une fois. Voilà pour la petite aparté. On va continuer ce podcast, et vous verrez que ce podcast sera quand même moins long, si je dis pas de bêtises, que le premier podcast. En tout cas, je l'espère, parce que c'est pas encore fini. Il y a moyen que je parle beaucoup plus que prévu. Mais on va passer à une petite chose que je voulais faire, et ça prend vraiment 30 secondes, c'est le glossaire du mois. Donc cette idée m'est venue, je pense pas être le seul, et je suis sûr, parce que j'écoute pas mal de podcasts. Euh, J'aime bien le fait qu'on puisse essayer de vulgariser un peu le baseball, notamment en termes de statistiques. Puisqu'il y a beaucoup de statistiques qui sont prises en compte, beaucoup de statistiques qui ont été créées, et forcément c'est un sport à stats, donc il faut essayer de connaître un peu son jargon, on va dire. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une fois par mois un retour sur une statistique particulière, qui n'est pas forcément IRA ou RBI ou que sais-je. Bon, RBI c'est pas une statistique en soi, mais vous avez compris, c'est plus, on va dire, à partir d'un certain anagramme, on dira, j'espère que c'est le bon mot, eh bien, j'ai envie de donner la définition qui lui est associée, et notamment sur des stats dont on ne parle pas beaucoup, même si en baseball, je veux dire, pour les plus férus de stats, c'est quelque chose d'assez connu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler du fameux WOBA, on va dire ça, WOBA, parce qu'on va parler en mode français. Euh, le WOBA, c'est quoi? En anglais, c'est le Weighted on Base Average. Donc, en fait, c'est une autre version, on va dire, ou une dérivée de ce qu'on connaît, nous, le OBP. Vous savez, le on-base percentage, on va dire, c'est le pourcentage, tout simplement, qu'un joueur a d'atteindre une base, tout simplement. Bah là, en fait, on va vraiment regarder, on va aller plus loin, parce qu'on va amener de différents poids aux façons, en fait, qu'a le joueur d'atteindre des bases. Enfin, d'atteindre une base. Voilà. Donc, le WOBA est très important puisque en mettant ce poids, on va vraiment de manière plus fine pouvoir se rendre compte de l'impact en fait du joueur, hein, vis-à-vis de son entrée sur base. En fait, est-ce que son arrivée sur base va amener des points? Est-ce que son arrivée sur base c'est sur un extra base hit, etc., etc. Donc en fonction du poids qu'on amène, eh bien tout simplement cette métrique va amener à quelque chose de plus fin en fait, pour vraiment se rendre compte en fait tout simplement de ce que vaut cette arrivée sur base et comment s'est passée cette arrivée sur base pour le joueur. Du coup, bah, c'est le truc que j'avais préparé parce que je suis pas fou. Bah, je vais vous donner un exemple, hein, c'est l'exemple que vous pourrez trouver sur, je pense que c'était mlb.com sur lequel j'ai récupéré ce glossaire pour le coup. Vous avez, voilà, vous avez des poids, comme j'ai dit, sur les différentes choses, les différents coups en fait qui vous permettent, ou les différentes choses qui vous permettent d'arriver sur base. Donc en 2014, on disait qu'un home run, c'était 2,101 fois en fait l'arrivée sur base, si vous voulez. Ça se poids de 2, c'est 2 fois en fait l'arrivée sur base, si vous voulez. On va faire simple. 2 fois l'arrivée sur base. Oui. Et un walk, donc un but sur balle, c'était 0,69 fois cette arrivée sur base. Donc si on avait un joueur qui a réussissait un at-bat, enfin 4 sur 4 at-bats, une arrivée une fois en fait, hein, donc un coup sûr sur 4 at-bats, donc 1 sur 4. Ce coup sûr c'est un home run, et au-delà de ce 1 sur 4, il réussit également un but sur balle. Et bien cette personne aurait donc eu pour WOBA 0,558. Comment on compte ça? On va additionner donc les deux poids, donc 2 fois l'arrivée sur base et 0,69 fois l'arrivée sur base, et on va diviser ça par le nombre de plate appearances. Donc le nombre, non pas d'at-bat, mais le nombre de fois que la personne a fait une apparition, apparence, ça n'a aucun sens, apparition sur la batte. Sur la batte? Sur la butte? Sur le marbre? Je crois que cette partie-là, si j'étais vraiment tatillon, j'allais la supprimer, mais bon, tant pis, on est entre nous, c'est un free flow. Vous avez bien compris, hein, c'est une plate appearance, donc c'est apparition, on va dire, à la batte plutôt, pas sur la batte, ni sur la butte. Hein, voilà.
plate appearance. La personne vient, se bat contre le lanceur. C'est ça dont je parlais. Au secours, sauvez-moi. Bref, on essaiera de faire mieux. C'est magnifique. On essaiera de faire mieux la prochaine fois sur cette petite fin de glossaire, mais vous avez compris l'idée en fait, hein. Le WOBA, c'est quelque chose de plus fin que le OBP, parce que ça prend vraiment en compte, en mettant différents poids sur la façon d'atteindre la base, hein, tout simplement. Voilou. Je vais prendre une petite respiration, je vais boire un peu d'eau, donc je vais vous mettre un peu de musique et on continue. Has just sent the Astros to the World Series. Et donc, le calvaire est bientôt fini, que ce soit pour moi ou pour vous. Je vais rentrer en fait sur la dernière partie de l'émission. Ça va être tout simplement ce que j'appelle le petit de la semaine, c'est-à-dire le joueur entre guillemets sur lequel je vais m'attarder cette semaine en fonction de ce qu'il vient de faire en termes de performance. Et il faut savoir que cette rubrique à la base, j'avais choisi un joueur, mais j'ai discuté sur Twitter rapidement et il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur BYU. Et comme par hasard, le meilleur joueur de la semaine, voilà, voté par D1 Baseball, c'est justement un joueur de BYU. Donc on va parler de lui tout de suite. Alors pour le coup, je vais pas essayer de vous raconter des salades, hein. C'est pas un joueur que je connais forcément. Peut-être je l'ai vu à l'occasion, si j'ai regardé un match de BYU par exemple, mais honnêtement, ça me disait rien. Même s'il fait une très très belle saison, il faut savoir que c'est un joueur senior, un joueur qui vient de l'Utah. Et donc BYU c'est également dans l'Utah, donc il n'est pas allé très très loin, il est resté dans son état. Il faut savoir qu'aussi au lycée, parce que j'ai regardé un peu, hein, j'ai un peu bouquiné pour voir un peu plus qui était ce joueur, au lycée c'était quand même un joueur très très référencé, réputé au niveau de l'état en fait d'Utah. Et il est arrivé donc à BYU en 2019, donc si on compte bien, il est déjà à une 5e année, hein, c'est-à-dire qu'il est un senior plus plus. Il faut savoir qu'avec la fameuse saison 2020 liée au Covid et qui avait donc été annulée, on a donné la permission, la possibilité à des athlètes, hein, étudiants athlètes, de pouvoir avoir un an de plus d'éligibilité. Donc pour lui, c'est certainement ce qu'il a dû utiliser. Pour vous donner quelques stats rapidement, il faut savoir que c'est pas un joueur très référencé sur les saisons précédentes, hein. C'est un infielder, déjà à savoir. C'est un joueur qui, n'avait pas l'air d'être très très très, euh, on va dire, référencé en termes de baseball. Je regardais par exemple ses stats, j'ai vu des moyennes au bâton assez faméliques, j'ai vu des choses assez compliquées, on va dire, en général, sur les 4 premières saisons. Bon, on va occulter carrément la saison donc 2020, mais sur les 3 autres saisons, ça avait été compliqué. Et là, on va dire que tout semble plus limpide pour lui, puisque, alors je vais vous donner les stats déjà qui lui ont donné, enfin qui font de lui en fait le joueur de la semaine. Alors sur cette semaine, il a eu donc sur 17 at-bats, 12 coups sûrs. Donc 12 sur 17, ce qui est assez impressionnant. Il a réussi notamment 4 doubles, il a réussi également 4 home runs, il a donc produit 15 points. Il a été retiré surprise 2 fois pour 2 buts sur balle. Et donc il a le fameux WOBA, parce que j'ai gardé la statistique pour quelque chose, et oui, tout est lié. Il a un WOBA de 0.98. Il a presque un WOBA de 1, ce qui est assez exceptionnel pour le coup par rapport à ce qu'il produit en fait. Ça montre vraiment ce qu'il produit sur base en fait, ce qu'il amène quand il arrive à atteindre les bases tout simplement. Donc ça c'est sur la semaine, mais si on regarde même sur la saison, il est quand même déjà à 14 home runs, 50 points produits, 16 doubles. Sur 110 at-bats, il est à peu près à 40 et quelques pourcents, on va dire 110, 48, donc il est à peu près à 42, 43%. Si on regarde toutes ces statistiques en termes offensifs, c'est quand même assez fou. Il a 14 strikeouts pour 11 buts sur balle, donc je veux dire, ça reste intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est que, donc, comme je dis, il joue à BYU. BYU qui est une fac qui joue en ce moment en Western Coast Conference, la WCC. Et c'est une fac qui, au niveau baseball, c'est pas tip-top, on va dire. Ça se débrouille, on va dire, mais c'est pas tip-top. Il y a eu des saisons plus positives que ça. Là, la saison n'est pas terminée. Pour l'instant, ils sont sur un bilan négatif dans leur conférence. Et donc, également au général, hein. Et il faut savoir également pour la petite histoire que BYU avait signé son changement de conférence.
Donc, suite justement à la discussion que j'ai eue avec cette personne, je vais la rappeler, BYU a décidé donc d'intégrer la Big 12. Donc, je pense que c'est à partir de la saison prochaine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de saison, puisque là, on est sur la période de spring, donc la période de printemps. Donc là, pour l'instant, ils sont toujours en WCC. Donc, je comprends que pour le baseball, ça ne sera pas avant donc le printemps prochain, 2024. Par contre, je ne sais pas si c'est pour le foot, pour le football, hein, le football américain, ils ont déjà la possibilité, donc sur la période de fall, on va dire, c'est, entre guillemets, hein, c'est summer fall, on va dire, le football, est-ce qu'ils vont déjà intégrer en fait la Big 12? Il faut savoir d'ailleurs qu'au foot, c'est une fac indépendante. Ils ne font pas partie de la WCC, au contraire du basket et du baseball notamment. Je ne connais pas pour tous les autres sports, hein. Mais voilà, donc c'était une petite présentation du fameux Austin Deming que je connaissais pas plus que ça avant donc d'avoir non seulement cette discussion sur BYU un peu au hasard et également la vue du joueur de la semaine qui est comme par hasard un joueur de BYU. Tout tombe bien à qui c'est attendre. Je vous laisserai méditer sur cette belle expression, ce beau proverbe. Et voilà, je voulais juste faire un point sur un joueur de la semaine. Il m'a pas marqué parce que je l'avais pas vu, mais puisque, encore une fois, les circonstances ont voulu que je parle de ce monsieur en premier. Eh bien, mes amis, on va dire que ça me paraît pas mal pour cette semaine. Euh, Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce profil-là avec un peu plus de rubriques. Encore une fois, merci beaucoup, vraiment, je vais vous dire merci toute ma vie limite, pour l'écoute en fait, et puis pour les retours que j'ai eus, ou au-delà des retours, je dirais, enfin tout ce qui est tweet, retweet, like et compagnie, ça fait forcément plaisir. J'espère vraiment que ça va vous intéresser, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne suivent pas forcément le collège baseball. J'espère pouvoir vous intéresser au moins à écouter ce qui se passe dans cet univers-là, même si au final vous ne suivez pas plus que ça à la télé. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une discipline intéressante, pour ne pas dire exceptionnelle, mais bon, là je suis un peu plus biaisé. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai parlé au début de ce podcast du fameux chaos qu'on peut retrouver et qui est difficile à retrouver dans d'autres disciplines, je veux dire, de manière aussi régulière. On peut avoir bien sûr des trucs assez incroyables quand on regarde par exemple une March Madness au basket, etc., etc. Donc je ne veux pas comparer les deux événements parce que là c'est 2 points dans le temps complètement différents. Là on est toujours sur la saison régulière. Mais pour vous dire que rien que la saison régulière est déjà excitante et assez exceptionnelle. Et voilà quoi, donc si jamais vous avez un abonnement ESPN Player, n'hésitez pas à regarder de temps en temps, vous allez voir ça vaut vraiment le coup. Et on se prend facilement au jeu. Et encore une fois, on sait que la finalité est exceptionnelle puisque le tournoi national, encore une fois, on va pas faire de comparo maladroit, mais c'est vraiment fou. Déjà, la formule est dingue. La personne qui a décidé de faire cette formule, je pense que cette personne était une personne folle. Et ça marche bien, puisqu'il y a vraiment un fort engouement là-dessus. Il y a aussi ce côté, contrairement à la March Madness, où là vraiment c'est élimination directe, il y a un côté Coupe de France, hein, March Madness. Mais là, pour le baseball, on a toujours une seconde chance. Donc on n'a pas 2 défaites de suite, enfin 2 défaites, je veux dire au total dans les fameux Regionals ou encore dans les College World Series, on peut s'en sortir. Et puis les Super Regionals, là c'est un mode un peu plus classique encore une fois. Tout comme la finale des College World Series qui est sur un mode plus classique au meilleur des 3 matchs. Donc bref, n'hésitez pas surtout à revenir sur les types de baseball encore une fois que vous suivez, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas par exemple en commentaire du lien que vous verrez sur Twitter ou autre, vous savez, par rapport à ce podcast, dès que vous écoutez, vous pouvez revenir vite fait sur le truc, vous m'écrivez dedans ou même en message privé. En fait c'est vraiment pour la curiosité pour le coup, c'est vraiment pour savoir un peu quel type de baseball vous regardez les gars. Enfin les gars et les filles, enfin tout le monde. Enfin bref, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Dernier volley-volley de circonstances et on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field.